19h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 20 décembre 2023. Les trois pays qui ont quitté le G5 Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de cheminer ensemble dans une nouvelle alliance dénommée Alliance des États du Sahel, AES, une nouvelle organisation sur laquelle les populations des trois pays comptent beaucoup pour espérer un lendemain meilleur. N'est-ce pas, Hassan Saleh Moustapha? L'espoir renaît chez le peuple des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le climat de confiance s'est installé entre le peuple et les trois chefs de l'État de l'AES. En témoignent les manifestations pacifiques et citoyennes de soutien sans faille au colonel Assimi Goïta du Mali, au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et au général de brigade Tchani Abdurrahman du Niger. Trois chefs d'État, une même vision, une même détermination, un même engagement. Servir leur patrie et non se servir. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Ici au Niger, l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a provoqué un regain de la fibre patriotique, de l'unité nationale et de la solidarité. Des vraies aspirations d'un peuple qui se bat pour la souveraineté totale. Un engagement que le CNSP n'entend pas trahir. Le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent. Expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une telle adhésion populaire spontanée et massive comme celui du 26 juillet 2023. Assurément, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau, fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. Le général de brigade Tchani Abdurrahman, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, trois chefs d'État militaires qui ont pris le pouvoir dans les mêmes circonstances, dans le même contexte et pour les mêmes raisons. Trois chefs d'État qui sont rentrés dans l'histoire du continent noir, de la CEDEAO et du Sahel en particulier. Ces trois chefs d'État ont compris que l'union fait la force. Ils ont, de ce fait, décidé de marcher ensemble pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Les étudiants en fin d'études à l'École supérieure de la communication et de management ESCOM ont reçu leur diplôme ce mercredi 20 décembre. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée dans les locaux de la dite école en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Retrouvons une fois de plus Hassan Saleh Moustapha. C'est une double activité ce mercredi 20 décembre 2023 à l'École supérieure de communication et de management ESCOM. La remise des diplômes et la journée d'intégration et d'orientation de nouveaux élèves et étudiants.
S'agissant de la remise des diplômes, la cérémonie est à sa 3e édition. Cette promotion est baptisée promotion Hima Umaru Tahiru. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est en votre honneur, chers étudiants, alors que vous recevrez votre diplôme, mais également à l'honneur de vos parents et familles qui ont contribué à votre réussite. Votre travail acharné vous a conduit jusqu'à ce jour. Vous avez dû développer certaines qualités personnelles et intellectuelles pour relever le défi des études universitaires. Et désormais, vous êtes en mesure de vous mettre en quête de nouvelles perspectives en toute confiance. En tant que 3e promotion de l'ESCOM, vous aurez toujours une place dans l'histoire de notre institut. Maintenant, vous allez voler de vos propres ailes et vous serez les ambassadeurs, les émissaires et les représentants de l'ESCOM. Au total, 35 étudiants en fin de formation ont reçu à travers cette cérémonie leur parchemin. D'où ces sentiments de joie des récipiendaires exprimés par leur porte-parole. En effet, ESCOM nous a véritablement aidés à mieux comprendre et relever la diversité de nos points forts afin que nous puissions franchir avec embloc les obstacles de la vie. Ce conte de fées n'aurait pu être mené à bien sans le soutien et les efforts inlassables et chacun des membres de la communauté d'ESCOM. Je voudrais donc profiter de ce moment particulier pour exprimer toute notre reconnaissance à l'honorable professeur Munkaila Abdou, Lawali Saki et toute l'équipe du conseil scientifique de ESCOM pour leur travail novateur et visionnaire qui a permis à l'école d'exister, ainsi que pour leur généreux soutien dont nous avons toujours grandement bénéficié. Quant au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique qui a présidé la cérémonie, il a réaffirmé la volonté des autorités nigériennes d'aller vers une formation de qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur privé nigérien. Je voudrais également saisir cette heureuse opportunité pour dire toute la détermination des plus hautes autorités nigériennes de faire de l'enseignement supérieur, public comme privé, un levier essentiel du développement national. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour qu'à tous les niveaux, la rigueur soit de mise. Toute une direction est dédiée à l'enseignement supérieur privé. Il s'agit donc d'esprit. Alors, c'est un devoir pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, non seulement d'encadrer, mais d'accompagner les établissements privés qui représentent plus de 30% d'offres de formation au Niger. Donc, le président de l'association des parents d'élèves et le président du comité scientifique de l'ESCOM ont tous profité de cette occasion pour prodiguer des conseils aux étudiants pour se concentrer sur leurs études. Pour joindre l'utile à l'agréable, les responsables de l'ESCOM ont décerné des témoignages en guise de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué pour aboutir à ces résultats. Et pour finir en beauté, l'assistance a eu droit à des animations culturelles et artistiques. La commune rurale de Liboré, département de Kolo, c'est dans la région de Tillabéri, a enregistré ce matin un dénouement heureux d'un de ces litiges fonciers. Il s'agit de bras de fer entre lotisseurs de Kouet, Plateau et Mandela, qui a connu son épilogue avec le débornage de 93 hectares, objet de litige. Le point avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Doumi. On chasse le naturel, il revient au galop, a-t-on coutume de dire. Ceci étant, l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les litiges fonciers ont encore de beaux jours au Niger. Une situation qui prend de plus en plus d'ampleur avec le lotissement de certains terrains situés non loin des centres urbains comme Niamey, la capitale. Pour le présent cas, il s'agit d'un espace mesurant 93 hectares dont se disputaient deux lotisseurs que la justice a heureusement départagé à la satisfaction du syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger. C'est le lotisseur du Koweït Plateau qui a eu implanté des bornes dans le lotissement de Cité Mandela. Donc ça fait 3 ans que nous sommes en justice.
le promoteur de Cité Mandela a eu raison sur le promoteur de Cité Koweït. Donc par décision de la justice, on a reçu l'ordre maintenant de venir enlever les bornes dans le lotissement Cité Mandela, que lui, le lotisseur de Koweït Plateau, a eu à implanter. Donc c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui sur le terrain pour procéder à l'enlèvement des bornes. C'est la justice qui nous a donné l'ordre, accompagné de la gendarmerie et toutes les parties concernées. Ouais, les propriétaires de terrain, ils sont là, tout le monde est là. On a procédé à l'enlèvement des bornes sans aucun problème. En marge de cette phase de débornage, l'un des protagonistes, en l'occurrence le sieur Ali Soumana, nous relate comment ils sont arrivés à ce stade. C'est un terrain déliboré. Il y a les propriétaires coutumiers qui m'ont donné l'autorisation pour lotir ça. On est parti avec tous les papiers. On a eu l'autorisation pour le lotissement. On a notre arrêté qui s'appelle Mandela. Lui, il a loti Koweït Plateau à Ndunga. Alors que ce terrain-là, c'est le terrain de commune rurale de Luboré. Même si c'est pour lui le terrain, il ne doit pas lotir ça à Ndunga. Parce que c'est la commune rurale de Luboré. Donc nous, au moment où la difficulté là est venue entre nous, les communes de Luboré même a suspendu même pour faire les actes. Parce qu'il dit que le terrain est litigé. Lui et les Ndunga là, même si au moment où les litiges, ils sont en train de faire les actes. Donc jusqu'à maintenant qu'on a eu l'autorisation pour faire les débornages, on a amené les papiers, même on est parti à déposer ça au nom de mairie Ndunga. Et à ce moment, on a donné le temps que la justice a dit de lui donner pour qu'il va venir à lever les bornes. Il n'a pas pu faire. Nous, maintenant, on est venu, on l'a fait. La justice nous donnait l'autorisation. Il y a les gendarmeries qui sont venus avec nous, avec notre huissier, on est venu, on a levé les bornes. Maintenant, il n'y a plus de Koweït Plateau ici, c'est Mandela. Le règlement du litige opposant le lotisseur de Koweït Plateau à celui de Mandela par la justice prouve à suffisance qu'une bonne justice rendue au nom du peuple ne peut qu'être source de quiétude sociale. Alternative Espace Citoyen a servi de cadre cet après-midi à une conférence sur le thème « Quelle démocratie ?» dans les régions. Cette conférence est l'initiative de l'anthropologue Père Moro. Le résumé, c'est avec Ismaël Moumouni et Brema Halidou. Je l'annonçais tantôt, Alternative Espace Citoyen a servi de cadre cet après-midi à une conférence sur le thème « Quelle démocratie ?» dans les régions. Cette conférence est l'initiative de l'anthropologue Père Moro. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Quelle démocratie dans les religions? C'est le thème décortiqué à l'assistance par Cheikh Barham Aboubakar, révérend Barajé Djergou et le révérend Nikez Nanunion à travers cette conférence. Cette activité est l'initiative de l'anthropologue Père Moro Armandino. Il y a plusieurs raisons, je crois. D'abord, le contexte que nous vivons, dans lequel pas toujours on arrive à discerner quelle est la place de la religion dans la politique et la politique dans la religion. Parce que parfois, et nous le voyons dans l'histoire, c'est arrivé aussi parfois dans notre Sahel, et même dans notre pays, je dirais, parfois on manipule la religion quand on a des intérêts politiques. Parfois pour domestiquer les gens, pour le maintenir en ligne, disons, pour le rendre obéissant si possible, et donc éliminer tout ce qui constitue dans la religion les appels forts à la vérité, à la justice, à l'égalité. C'est un des risques et une des raisons par laquelle nous avons proposé ce thème. Le deuxième, c'est aussi par rapport à notre contexte local, dans lequel nous sommes dans une transition délicate. Et il faut se demander quel est le rôle que la religion dans ça peut jouer. Et souvent, on dit que la religion est là pour apaiser, est là pour cohésion sociale. Mais n'oublions pas que la religion aussi a un esprit, j'oserais dire, subversif, dans le sens que la religion est capable de questionner l'autorité quand l'autorité s'éloigne de ce que nous avons appelé l'obéissance divine, qui n'est rien d'autre que l'épanouissement de la personne. L'instance a porté une oreille attentive
aux communications des conférenciers qui ont d'ailleurs édifié ses participants. La religion a une grande influence dans la démocratie. Les démocrates veulent utiliser la religion, mais malheureusement, ils oublient que la religion, ce n'est pas un instrument vulgaire. C'est un instrument qu'il faut manipuler avec prudence et qu'il faut utiliser selon des circonstances honnêtes, selon des circonstances justes et des circonstances valables. Donc, la religion permet aussi la démocratie. La religion, ce n'est pas un cercle fermé. Donc, si vous essayez d'associer la religion à la démocratie, vous devez obligatoirement être juste, vous devez obligatoirement considérer les libertés des autres et les accepter en conséquence. En tant qu'étudiante, ça m'a fait prendre conscience que non seulement la démocratie et la religion parlent non seulement des droits, mais ils parlent également des devoirs. Les deux vont de pair. Donc, quelqu'un qui est démocrate ne peut pas espérer bien exercer la démocratie s'il n'est pas quelque part religieux. Cela suscite en moi une profonde réflexion, d'abord sur le sens premier du fondement de la démocratie, même le sens que cela prend auprès des gens. Parce que les gens ignorent beaucoup plus cela, pas parce qu'ils ne veulent pas en savoir plus, mais ils ignorent cela parce qu'ils ne peuvent pas en savoir plus. Donc surtout la prise de conscience au niveau de la connaissance. L'anthropologue Père Mauro Armanino va pérenniser ce genre d'initiatives afin de permettre au maximum de jeunes d'être mieux imprégnés sur les différentes thématiques en lien avec la société. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la tentative punissable au regard du code pénal, un sujet qui est abordé par Maître Ahmed Maman, il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Très bien. La tentative punissable au regard du code pénal, c'est un thème en tout cas qui est important et qui est développé pratiquement à travers l'article 2 et 3 du code pénal. Il faut entendre d'abord par tentative en matière de droit pénal, c'est tout agissement en tout cas qui concourt à la commission d'une infraction et dont il n'a manqué son effet qu'à travers ou que par la suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Cela veut dire que l'auteur de cette tentative avait eu certains agissements qui conduisent directement à la commission de l'infraction, mais malheureusement pour lui, l'infraction ne pouvait en tout cas commettre, l'acte qu'il souhaitait commettre ne pouvait être atteint à partir du moment où il y a des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté. Et dans ce cas de figure, on parle de tentative qui est punie par la loi. Il faut peut-être rappeler que la tentative, du point de vue de notre code pénal, en matière criminelle, c'est qu'elle est d'office punissable. On n'a pas besoin d'un texte spécial pour la répréhension de la tentative en matière criminelle. Parce que le code dit clairement qu'en matière criminelle, elle est punissable. Maintenant, s'agissant de la tentative en matière délictuelle pour les délits, là, le code pénal a apporté une précision en disant clairement que la tentative en matière délictuelle doit être prévue par un texte spécial. Pour chaque infraction, il faut qu'on dise que sa tentative est punissable. C'est dans ces conditions qu'on peut toutefois réprimer la tentative délictuelle. Maintenant, en dehors de ces deux cas, peut-être c'est d'aborder la question sur les contraventions. En tout cas, la loi n'a pas prévu de tentative en matière contraventionnelle, ce qui fait que la contravention est exclue du champ d'application de tentative punissable. Donc, la tentative, il faut le dire, la tentative punissable doit regrouper deux conditions pour qu'elle puisse être caractérisée ou constituée. C'est notamment ce que je disais tout à l'heure, un commencement d'exécution, l'absence de désistement volontaire. Il faut qu'il y ait ces deux conditions pour qu'on puisse parler de la tentative
qui est punissable. Qu'il y ait un commencement, en tout cas qui concourt vers la commission de l'infraction, et que de l'autre côté, que le désistement de l'auteur de l'infraction soit involontaire. C'est en ce moment qu'on peut parler de tentative punissable. Dans cette foulée, il faut peut-être aussi parler de la théorie des actes préparatoires. Parce qu'on peut être dans une situation où, concrètement, on n'est pas dans la phase du commencement d'exécution, mais nous sommes dans les actes préparatoires. Les actes préparatoires, en tout cas, ne sont pas punissables du point de vue de la loi. Je vais vous donner un exemple. Le fait de se rendre au marché, payer un couteau, ayant déjà en tête un projet d'assassinat, le fait d'aller payer ce couteau au marché et de revenir à la maison en attendant l'exécution de ce marché et de l'exécution de cette infraction ne fait pas, en tout cas, ne constitue pas un commencement d'exécution qui pouvait être réprimé. Non, il s'agit d'un acte préparatoire qui n'est pas punissable. Si c'est à partir de l'achat de ce couteau que vous êtes arrêté, on ne peut pas considérer que vous êtes en faute ou bien qu'il y ait tentative. Non, il va falloir que vous soyez dans le commencement d'exécution. Par exemple, après l'achat de ce couteau, que vous preniez ce couteau et que vous vous dirigez directement vers votre cible, là vous êtes dans la phase du commencement d'exécution qui lui plutôt le commencement d'exécution est réprimé, sauf s'il y a un désistement volontaire. Par exemple, vous pouvez avoir l'idée d'aller voler dans une boutique, vous venez, vous trouvez même un cadenas à cette boutique, vous commencez à cambrioler cette boutique et au fond de vous, vous dites, bon, ce n'est pas bien ce que je fais, je me rétracte. À partir du moment où vous vous retirez, là on parle de désistement volontaire, la tentative n'est pas constituée, on ne peut plus être dans cette situation où on peut être condamné. Mais quand c'est le bruit d'une personne qui passait, qui vous a fait, en tout cas rétracter, qui vous a amené à abandonner votre projet, c'est que là, ce n'est plus un désistement volontaire, mais c'est un désistement involontaire. Cela veut dire que la tentative, à ce niveau, elle est constituée et elle est réprimée par la loi. Donc, en dehors de cette théorie des actes préparatoires, il faut peut-être aussi aborder la question de la répression. La répression de la tentative de crime ou de délit est en réalité punie de la même peine que celle qui est prévue pour les auteurs principaux. Donc la peine qui est prévue pour l'auteur principal d'une infraction est la même qui est prévue pour celui qui tente de commettre cette infraction. C'est ce que le code pénal en tout cas a prévu, notamment en matière de tentative. Donc, en dehors de la répression, il faut peut-être évoquer aussi certaines théories, notamment la théorie d'infraction impossible et celle d'infraction manquée. L'infraction impossible est aussi réprimée. Les gens vont se demander c'est quoi une infraction impossible et pourquoi encore une infraction impossible serait-elle réprimée. L'infraction impossible, l'exemple parfait, c'est de tirer sur un cadavre, mais en pensant que c'était une personne qui était en vie. Vous avez le projet de tuer cette personne, vous venez vous tirer sur ce cadavre, pensant que c'était une personne qui était en vie. C'est évidemment une infraction impossible parce qu'on ne peut pas tuer un cadavre, on ne peut pas tuer un mort. Quelqu'un qui est déjà mort, on ne peut pas le tuer. Donc, même dans ce cas de figure, la loi dit clairement que l'infraction impossible, parce que c'est indépendant de votre volonté, vous ne savez pas que cette personne était morte, donc l'infraction est réprimée. En dehors de cette infraction impossible qui est réprimée, il y a aussi l'infraction manquée. Vous pouvez venir, en tout cas, être dans une situation où vous tirez sur une personne, mais par le concours des circonstances, cette personne esquive votre balle. Là, vous avez déjà tiré. Nous sommes déjà dans le commencement, on est même très loin dans le commencement d'exécution parce que vous avez déjà tiré votre arme. Mais malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas atteindre cette personne parce qu'elle avait esquivé ou il y a une circonstance qui a fait en sorte que vous ne l'avez pas atteint. Donc, même dans ces circonstances d'une infraction manquée, et la tentative est constituée et elle est réprimée du point de vue de la loi.